Donc, quand je vous ai parlé du moment dipolaire de CO2, j'ai fait regarder CO2, c'est comme ça. Et donc, les moments dipolaires, ils se compensent. Par contre, H2O, c'est comme ça. Et donc, les moments dipolaires, ils s'ajoutent. Non, ils se compensent pas, quoi. Mais là, vous voyez que j'ai un peu triché, au sens où je sais que H2O est coudé, je fais confiance à votre culture, vous devez le savoir aussi. Vous savez que CO2 est linéaire. Enfin, peut-être, on ne sait pas trop. La question, c'est pourquoi, en fait, finalement. D'accord. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez ça du collège, du lycée, pardon, ou pas. Ah oui, mais vous savez faire ça en fait. Bon, bah c'est la même chose, alors on est parti. Donc ce truc-là s'appelle le modèle VSEPR. VSEPR, d'accord. On va y arriver. Voilà. Non, mais c'est Paul qui essaie de rentrer discrètement. On va l'appeler Paul en retard maintenant, vous voyez que ça marche bien avec son nom de famille. Sans vouloir, hein, mais là, je trouvais que c'était bien placé. Bien. Donc, on est au petit 6, c'est ça. On passe au petit 6. Géométrie des molécules, modèle, VSEPR. Alors peut-être une bonne partie d'entre vous se demande si vous avez... Mais théoriquement, vu que vous avez fait ça au lycée, vous comprenez pourquoi. Pourquoi on continue à représenter les doublets non liants sur les atomes, alors que manifestement, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, pour fabriquer une fois qu'on a fabriqué la molécule de Lewis, globalement, ça ne sert pas à grand-chose. Alors si, en fait, ça sert à refaire des réactions chimiques avec les molécules derrière, mais ça, c'est pas votre programme du tout, c'est du programme de chimie organique. Mais ça sert également à prévoir la géométrie des molécules. Si, si. D'accord. Alors en fait, la géométrie des molécules, c'est un truc assez simple finalement, c'est assez cool. Parce que le modèle de Lewis, et c'est une des raisons pour lesquelles le modèle de Lewis, sur lequel j'ai beaucoup craché hier, mais il faut quand même lui reconnaître deux, trois mérites, d'accord, est très utilisé, c'est que grâce au modèle de Lewis, vous pouvez prédire la géométrie des molécules. C'est quand même pas rien pour le coup, parce qu'en fait, la géométrie des molécules est un ingrédient essentiel de leur réactivité et de leurs interactions générales avec le monde, d'accord. Donc c'est assez important. Et donc on va essayer de comprendre ça. Alors en fait, le truc est simple. La géométrie des molécules consiste uniquement en une seule règle finalement. Les liaisons autour d'un atome donné vont se placer de telle sorte à minimiser la répulsion électronique. Autrement dit, toutes les liaisons se repoussent, puisque c'est chargé essentiellement négativement. Et donc, en fait, on va essayer de se mettre dans une configuration où cette répulsion est minimisée. C'est ça la règle générale. Donc, la géométrie des molécules est uniquement liée est uniquement due, à la répulsion électronique. On cherche à minimiser cette dernière. Alors, dans la suite, on va s'intéresser à des groupements de type AXN. Donc, A est un atome central et X désigne des atomes qui... Alors, je vais tous les appeler X, mais ils peuvent tous être a priori différents, forcément la question. D'accord. On va essayer de voir ce qui se passe dans ce genre de cas. Donc, considérons un groupement que je vais appeler AXN. Donc, A est un atome central et X des... alors, c'est pas forcément des atomes, ça peut être des groupements chimiques, même des trucs plutôt gros, d'accord, finalement. D'accord, c'est des groupements qui sont rattachés à H. Des groupements liés à grand A. Voilà. On suppose pour l'instant que A n'a pas de doublet non liant sur lui, d'accord. C'est la première étape, on suppose qu'il n'y a pas de doublet non liant sur A. On suppose ici que A n'a pas
doublet non linéaire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de deviner les géométries des diverses molécules en fonction en fait de la valeur de n. Alors petite remarque, on ne va pas faire AX1. Parce que voilà. Donc, je tiens à préciser un certain nombre de choses. J'en ai marre qu'on me dise la molécule de O2, elle est linéaire. Vous êtes des élèves de MPSI, vous savez que 2 points, c'est aligné. C'est une non-information, ça. D'accord? Voilà. 3 points, je prends. Pareil, que la molécule de CO2, elle est coplanaire, ou elle est plane, je m'en fous. Voilà. M'intéresse pas. Bonjour. Ça va, messieurs? Tranquillement? M'en fous, moi, t'arrives une demi-heure plus tôt. Dire surtout si j'ai en voiture, quoi, je veux dire, globalement. Voilà. C'est par un train, justement. On est d'accord? Donc, l'idée, c'est qu'on va partir sur des trucs de base. Alors, on a les cas suivants. Et je vais vous donner des exemples au fur et à mesure de molécules qui vont comme ça. Ça, vous devez les connaître par cœur, mais en fait, vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur si vous comprenez cette histoire de répulsion. Alors, le premier cas, c'est AX2. L'exemple typique, c'est CO2. D'accord? C'est à quelle tronche, ça, à votre avis, AX2? Donc, grosso modo, vous avez votre atome A qui est au milieu, et vous avez en fait les liaisons qui vont tenir les X, qui doivent être le plus loin possible. Alors, le plus loin possible, c'est loin, à quel sens? Au sens de distance. Finalement, les atomes, ils ne peuvent pas s'éloigner, vous voyez? Donc, c'est surtout une histoire d'angle, d'accord? Ils doivent être le plus loin angulairement possible. Ouais. Oui, oui. Oui, c'est le modèle avec ce ouais. Ouais. Ça va être fait effectivement linéaire, en fait. Vous allez avoir vos deux atomes X de chaque côté avec un magnifique angle de 180 degrés entre les deux. Vous voyez que si vous essayez de la couder, vous allez en fait rapprocher les liaisons et qu'elles vont plus se repousser, d'accord? Donc ça, c'est vraiment l'histoire que si vous avez deux trucs qui se repoussent mais qui sont obligés de rester attachés, bon, la façon la plus loin possible de les mettre, c'est de les mettre diamétralement opposés par rapport à l'atome central. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc ça, c'est le premier. Et puis, bon, on va tous se les faire un par un, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Donc pareil, inutile de me dire que cette molécule, elle est plane. D'accord? On s'en fout, ça. D'accord? Oui? C'est en réalité, tout à fait. Alors, c'est en réalité. En moyenne, oui. Après, quand tu as une molécule comme ça, elle va avoir des fluctuations comme ça. Et ça va générer un moment dipolaire en plus, d'accord? Mais la position moyenne, c'est ça. Ouais. Le coudé, du coup, il n'y a pas de sens, puisque tu prends une plate comme ça. Ah bah après, une molécule peut la tourner, c'est une question de point de vue, ça. Voilà. Pour l'instant, on n'en est pas là avec les coudis, d'accord? Ensuite, je vais prendre AX3. Alors, un exemple de AX3. Alors, NH3, ça marchera pas parce que j'ai dit qu'il n'y a pas de doublet non linéaire pour l'instant sur N. D'accord? Donc, l'exemple typique. Alors, je vais prendre le même exemple dans le cours. Moi, je pense à ALCL3, mais j'ai peut-être pris un autre exemple dans le cours. Non, c'est ça, ALCL3. Je prends ALCL3 simplement parce que pour avoir 3 liaisons identiques, il faut que vous ayez quelque chose qui soit déficient en électrons. Et surtout si je ne veux pas doubler non linéaire. D'accord? Effectivement, l'azote a 3 électrons valence libre, d'accord? Mais il y en a deux autres qui font un doublé non linéaire. Ouais. Si entre A et X, il y a une liaison double ou triple. Alors, on va voir comment ça se modifie avec la multiplicité des liaisons. Pour l'instant, je vous donne les modèles de base et ensuite, on va voir les effets du second temps. Donc, ALCL3, ça, alors là, ça va vous donner une molécule qui va être... Donc, en haut, vous pouvez imaginer plein de configurations et en fait, il s'avère que la molécule où les liaisons seront le plus éloignées les unes des autres, ce sera en fait ce qu'on appelle une molécule trigonale plane. C'est-à-dire, grosso modo, tout ça va être plan, les 4 atomes vont être dans le même plan, et les liaisons vont être séparées de 120 degrés. D'accord? Donc, vous allez avoir en fait A, X, 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 avec ici 120 degrés, 120 degrés et 120 degrés. Ça s'appelle une molécule trigonale plane. D'accord? Donc la molécule est plane. Si vous essayez de faire des trucs un peu perpendiculaires, vous allez tomber sur du 90 degrés. Donc voilà. AX4, exemple de base. Ouais, CH4, effectivement, le méthane. D'accord?
Alors on pourrait se dire qu'on pourrait les mettre à 90 degrés les uns des autres. Mais en fait, une configuration meilleure, c'est de la mettre en 3D, de telle sorte que les 4 X soient au sommet d'un tétraèdre régulier. D'accord. Et si vous faites ça, en fait, vous allez avoir un angle de 114 degrés entre les diverses liaisons, ce qui est plus grand que 90 degrés. D'accord. Donc là, on va avoir un truc comme ça, AX, X. Donc il y a un truc, je crois que c'est... Non, c'est 109 degrés, pardon, pas 114, 109. 109 degrés ici. Vous connaissez cette notation-là? Pour dire que ça c'est devant et que ça c'est derrière. En gros, ces deux liaisons-là sont dans le plan. Cette liaison-là est un peu penchée vers l'avant et cette liaison-là est un peu penchée vers l'arrière. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une molécule tétraédrique. Autrement dit, les 4 atomes X sont au sommet d'un tétraèdre régulier. Tétraèdre, hein, je vous rappelle que c'est une pyramide à base triangulaire où chacune des 4 faces pardon, est un triangle équilatéral. C'est bon? C'est un dé à 4 faces pour les plus RPG d'entre vous. D'accord. Oui. Pardon? C'est 109 degrés. J'ai dit 114, c'est 109 degrés. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc c'est les 4 qui sont au programme, a priori. Ça vous intéresse les 2 autres ou encore? Voilà. Pour autant que je m'en souvienne. Oui, c'est ça. Si vous tombez sur une molécule de type AX5, d'accord, du type PCl5 par exemple, d'accord, donc le phosphore peut être hypervalent, donc vous pouvez lui coller 5 trucs sur la tronche, d'accord. Alors, elle a cette tête-là, celle-là. Donc en fait, vous avez 120 degrés ici, d'accord, dans un plan. Donc c'est comme une molécule trigonale plane sur laquelle vous avez branché de chaque côté à 90 degrés les 2 X supplémentaires. Voilà. Avec A ici. Donc ça c'est la éclair. Je suis passé en rouge parce qu'elles sont pas au programme, les séquences. Ouais. Parce que si tu fais 4 qui partent comme ça, tu vois que toutes les liaisons vont être séparées de 90 degrés. D'accord. Or là, tu as du 120 degrés, donc c'est plus grand. Bah non, pas partout, mais donc tu as 2 liaisons à 90 degrés. Et les autres... Non, bah non, c'est aussi. Non, elle est pas pleine. C'est comme ça, tu as des trigonales planes comme ça et tu as 90 de chaque côté. D'accord. Si tu en mets un comme ça, tu vas déformer le plan vers le bas et tu vas avoir trop de répulsion ici. C'est là qui me... Ouais. Est-ce qu'il y a une généralisation en N par exemple? Non, non, non. Bah, enfin, en tout cas, moi, je la vois pas. Hein. Voilà. Tout simplement parce que de toute façon, au-delà de ça, ça n'existe plus vraiment en fait. Enfin, s'il y a X8, ça y est, c'est rarissime, donc voilà. Mais, et après, en fait, c'est un copier-coller de celle-là. Enfin, voilà, il y a un peu de bordel. Et AX6, où j'ai même pas d'exemple. AX6, c'est la même logique. En gros, en fait, AX5 et AX6, c'est... alors justement, AX6, non. Elle est assez bizarre, celle-là. C'est la solution que Camille avait proposée pour 5. Mais en fait, elle est pour 6, où c'est du 90 degrés partout. D'accord. Donc là, vous avez X, 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 avec 90 degrés à chaque fois, dans tous les sens. Voilà. Ces deux formes ne sont pas au programme, d'accord. Je vous les donne juste pour culture, mais elles ne sont pas au programme. Ouais. À 5, les deux traits qui font 120 degrés sont comme ça. Ils sont ces plans, en fait. Ah, tout est plan? Non, ces trois-là sont dans le même plan. Et les deux autres sont perpendiculaires à ce plan. Voilà. Donc c'est comme une trigonale plane, c'est-à-dire comme celle-là, où tu aurais branché de chaque côté un atome. Voilà. Alors, ça c'est théoriquement la chose que vous devez savoir. Alors, ces formes de base, c'est les trucs à savoir impérativement par cœur. Ensuite, on va avoir des modifications. La première, c'est la chose suivante, c'est que si vous avez une liaison multiple, elle est plus répulsive qu'une liaison simple. Autrement dit, par exemple, alors pour AX2, ça ne va pas jouer, d'accord. Mais par exemple, on va essayer d'imaginer, je vais essayer de faire un truc comme ça. Donc, ensuite, on a des règles suivantes. Donc, ces structures vont se déformer selon les règles suivantes. Première règle, plus une liaison est multiple,
et plus elle repousse les autres. Alors, je vais vous donner un exemple, histoire que vous compreniez bien comment ça marche. Donc, je vais prendre COCl2. D'accord? Alors, COCl2 en Lewis, c'est ça. Je vais vraiment faire un truc un peu bête. Voilà. Voilà COCl2 en Lewis. Donc ça, c'est Lewis, hein, c'est pas la géométrie. D'accord? On va regarder, c'est donc quoi comme type de... dans le pattern qu'on a vu avant? C'est un AX3, effectivement. A, le carbone, c'est l'atome central A. Et vous avez en fait 3 groupements qui sont branchés dessus. On vérifie également que le carbone, dans cet exemple-là, n'a pas de doublet non liant sur la tronche. D'accord? Voilà. Donc, ce truc-là, en fait, Lewis, on a une forme AX3. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement placer ma forme en AX3. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que le doublet non la liaison double de haut va être plus répulsive que les deux liaisons simples. Autrement dit, cet angle-là, il va être plus grand que 120 degrés. Et au contraire, cet angle-là, il va être plus petit que 120 degrés. Autrement dit, la liaison double va avoir tendance à refermer un peu votre molécule. Vous ne savez pas de combien, d'accord? Donc cet angle-là, en fait, va être plus grand que 120 degrés. Pareil, plus grand que 120 degrés. Et cet angle-là, au contraire, va être plus petit que 120 degrés. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué en logique, vous avez exactement la même structure que si vous aviez que des liaisons simples, sauf qu'en fait, le caractère régulier des angles, d'accord, va être un peu modifié. C'est bon là-dessus? Voilà. La règle suivante, c'est que chaque doublet non liant se comporte comme une liaison, on va dire quadruple, d'accord? Autrement dit, une liaison extrêmement répulsive. Alors ça, c'est un peu normal parce que vous voyez que les électrons dans un doublet non liant, au lieu d'être répartis entre les deux molécules, ils sont vraiment tassés sur votre atome central. Donc c'est un peu comme quand vous voulez rentrer un truc de force dans un mécanisme, en fait ça va s'ouvrir plus. C'est un peu con. Voilà. Donc, si on a des doublets non liants, on note la structure AXNEP, où E en fait c'est les doublets non liants, enfin où P c'est le nombre de doublets non liants. Ça c'est le nombre de doublets non liants sur A, qui se comporte comme AX indice N plus P avec les doublets très répulsifs. Donc on va reprendre par exemple l'exemple de Camille tout à l'heure, NH3. On va en prendre deux. Hein. Donc si je prends NH3, si je fais Lewis, NH3 c'est comme ça. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors en fait, ceci est un modèle en AX3E1. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un AX3E1? 3 liaisons, un doublet non liant. D'accord? Donc, comme... On va pas plus bas. Donc comme quoi? Ouais. Vas-y, pose la question. Le doublet non liant. Le doublet non liant, ça se comporte comme une liaison extrêmement concentrée. Donc c'est le doublet non liant qui... Donc ça se comporte comment ça? AX4, effectivement. Ça se comporte effectivement comme AX4. D'accord? Vous partez donc de AX4, alors je l'ai effacé, mais AX4, c'est donc vous avez votre N au milieu. Vous avez donc un H ici, un H devant,
un H derrière. Et le doublet non liant, en fait, vous le représentez comme ça. Je vais essayer de faire un... attendez, il faut que je trouve une couleur. Voilà. Ça, là, vous le représentez comme ça, le doublet non liant. D'accord? Comme ça que ça se représente. J'ai pas trop d'explications de pourquoi on a choisi de représenter ça comme ça. Voilà. Ça, c'est le doublet non liant. Et le résultat des courses, c'est qu'en fait, si je reprends les mêmes couleurs que tout à l'heure, ici, vous aurez quoi comme angle? Tout à l'heure, on avait 109. Maintenant, on aura un angle qui sera plus grand que 109 degrés, tout simplement parce que ceci repousse beaucoup plus qu'une liaison simple. Donc ça, ce sera plus grand que 109 degrés. Et ça, bien sûr, ce sera plus petit que 109 degrés. En fait, votre molécule d'ammoniac, par rapport à un tétraèdre de base, il va être compacté en dessous. Voilà. Ouais. Bah là, c'est juste une histoire de représentation, mais sinon, effectivement, tu le mets un peu où tu veux. Oui. Là, c'est plus clair à voir, mais... On est d'accord là-dessus? Et on va arriver sur notre grande copine, qui est le deuxième exemple, qui est H2O. Donc H2O, je vous rappelle, en Lewis, c'est à cette tronche-là. On est d'accord que H2O en Lewis, c'est à cette tronche-là. C'est une forme en quoi? En AX, AX2, E2. Deux trucs accrochés, deux doublets non liants sur l'oxygène. Je tiens à vous préciser, vous voyez qu'ici, on n'a pas compté les doublets non liants sur le chlore, par exemple. On compte que ce qui se passe sur l'atome central. Tout ce qui se passe ailleurs, on s'en fout complètement. Okay. Donc, AX2E2, d'accord? Donc, ça se comporte comment? Ouais. Pardon. Oui. Ça devrait pas être les deux molécules plus grands que 120. Bah, c'est plus grand que 120 degrés, c'est ce que j'ai écrit. Voilà. Ouais. Ça se comporte effectivement en AX4, ce truc-là. D'accord? Et vous voyez qu'en AX4, bah, en fait, vous allez donc avoir votre oxygène ici, votre hydrogène ici, votre hydrogène devant. D'accord? Et vous allez avoir en fait un doublet non liant comme ça et un doublet non liant comme ça. Et vous voyez que c'est impossible que la molécule d'eau soit linéaire. D'accord? Il n'existe aucune configuration des H où ils sont alignés en fait dans cette histoire. Résultat des courses, votre molécule d'eau en fait est coudée. D'accord? Et il y a une chose que vous savez, c'est que cet angle-là ici va être inférieur à 109 degrés. Vous savez peut-être par culture qu'il en vaut 104. D'accord? Et voilà. On est au clair là-dessus? Donc la raison pour laquelle la molécule d'eau est coudée, c'est parce qu'en fait, vous avez des doublets non liants qui repoussent en fait les liaisons de ce point de vue-là. Ouais. Comme tu veux, ça se tourne, ça se pivote complètement. On aurait pu mettre par exemple H comme ça pour bien voir le coude et les doublets non liants en spatial. Il n'y a aucun problème. Ceci se tourne sans problème majeur. On est d'accord là-dessus? Donc en gros, quand on va vous poser un exercice de Lewis, en général, c'est exactement ça qui se passe. Vous avez une molécule, on vous demande de trouver sa forme de Lewis, on vous demande d'en déduire sa géométrie, on vous demande de trouver si les liaisons sont polarisées, et ensuite, par somme des moments dipolaires des liaisons, de voir si cette molécule est polaire ou pas. D'accord? Voilà, c'est tout le package qu'on a fait fin du cours d'hier et début du cours aujourd'hui. Ouais. Non, non, il n'y a pas. Là, on fait un peu ce qu'on peut, quoi. Globalement, on s'arrange un peu, quoi. Voilà. Je pourrais le mettre en pointillé si tu veux. Bon, voilà. On est au clair là-dessus? C'est pas extrêmement compliqué. La seule chose, c'est qu'il faut faire ça avec beaucoup de soin. D'accord? Autrement dit, si vous oubliez un doublet non liant pendant... voilà, donc, et ça, c'est une des raisons pour lesquelles, quand vous construisez votre molécule Lewis, c'est pas simplement on tire des traits au pif entre les diverses lettres. Si vous faites ça, vous allez oublier des doublets non liants. Je tiens à préciser, parce que tous les ans en DS de chimie, il y a systématiquement une question comme ça au début, le taux de réussite est inférieur à 15%. Alors que c'est vraiment le truc le plus débile du programme. Vous écrivez Lewis, vous branchez les points ensemble et vous n'oubliez pas les doublets non liants. Mais sauf que vous dites, ah ouais, bah c'est facile, on tire des traits, bah non. D'accord? Il y a un peu de trucs quand même à faire. Donc voilà, je te dis un peu attention quoi. En principe, je trouve ça un peu triste de se planter sur des exos pareils, alors que c'est quand même... vous êtes d'accord que vous avez vu ça au lycée quand même? C'est la même chose, littéralement. Ouais. Non, 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 c'est tout ceci pivote pas en rotation. On est d'accord là-dessus, ce que vous devez prédire, c'est la géométrie de la molécule. Oui.
Le triangle pointe, ouais, un peu devant comme ça, quoi. Voilà, ouais. Quand on fait la géométrie, est-ce qu'on marque les angles? Alors, vous n'êtes pas censé... Alors, pour moi, vous êtes censé connaître 109 degrés par cœur, et 120, bon, 120 c'est évident, c'est un tiers de 360. 109, moi, pour moi, vous êtes censé connaître par cœur. C'est pas extrêmement clair, en fait, globalement, en programme, ce que vous êtes censé savoir. Parce que, grosso modo, tout ceci, c'est le modèle VSEPR, il n'y en a pas d'autre. VSEPR, c'est-à-dire Valence Chain Repulsion, VR, non, pair repulsion, voilà. Valence Shell Electron Pair Repulsion, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on vient de faire, je veux dire, globalement. Sauf que le mot VSEPR apparaît plus dans le programme, il était avant. Et donc, vous devez connaître par cœur, à mon avis, juste en présentation des 4 premiers, quoi. Mais bon, ça ne mange pas de pain d'aller un tout petit peu plus loin. D'autant que les effets du gouvernement doivent être connus aussi. Donc, à un moment donné, on fait tout le modèle sans donner son nom, quoi, un peu de choses près. Donc voilà. Pour moi, effectivement, les trucs en 5 et en 6 ne sont pas à connaître. D'accord. Et encore moins en 7 et en 8, même si parce que c'est encore plus rare. Mais au moins ces trucs-là. Voilà, c'est ça le principe. Ok, bon, on a fini le grand 1, c'est parfait. Et ouais, j'en ai déjà marre. Et alors là, je sais, hein, on fait pas de police, c'est mal, hein, mais punaise, là, ça me tente. C'est le grand 2, c'est ça, si je me trompe pas. Grand 2. Interaction moléculaire. Alors, je m'excuse, enfin, je vous présente mes excuses par avance pour ce paragraphe qui est nul. D'accord. Et où je vais juste littéralement déverser dans votre cerveau des trucs que vous comprenez pas trop. Et on va essayer d'aller le plus vite possible. Ça me fatigue déjà. Bon, en même temps, non, c'est important. Allez. Interaction de Van der Waals. Waals avec un W, ça c'est quelqu'un qui a de la qualité, quoi. Alors, ok. On va essayer un peu de comprendre cette histoire. Ouais. Alors, les hydrogènes, ça va arriver après. Mais Van der Waals, c'est pas les interactions hydrogènes, mais ça en fait partie. Donc, vous devez comprendre un truc important, mais que vous avez a priori déjà compris avec votre cours de mécanique. D'accord? Si la matière, donc les atomes, les molécules, de manière très générale, interagissent entre elles. Si elles n'interagissent pas entre elles, vous formez ce qu'on appelle un gaz parfait. Autrement dit, la matière est incapable de rester sous forme condensée. Elle occupe l'intégralité du volume qu'on lui offre, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, vos molécules sont dans un état de diffusion, et donc sont capables d'atteindre l'infini sans aucune forme de problème. Je vous renvoie votre cours de mécanique sur le sujet. D'accord ? Si vous avez des liquides et encore plus des solides, ça signifie qu'à un moment donné, les molécules sont contraintes de rester à l'endroit où elles sont à peu de choses près. Donc bien entendu, dans un liquide, les molécules vont avoir tendance à bouger beaucoup plus, comme dans un étalier, d'accord, globalement. C'est un étalier en 3D, donc c'est un peu plus compliqué. Mais grosso modo, en fait, vos molécules vont être contraintes de rester autour d'une espèce de position moyenne qui serait la position d'équilibre et qui correspondrait essentiellement au solide. D'accord ? Où là, les molécules ne bougent plus, les unes par rapport aux autres, s'entend. Donc la question, alors maintenant, si on dézoome un peu ce qu'on a fait, si vous voulez qu'il y ait un étalier, il faut qu'à un moment donné, il y ait une interaction attractive. D'accord ? Or, ce qu'on a dit, c'est que l'interaction de type coulombienne, l'interaction charge-charge, est une interaction répulsive à courte portée, quand les nuages électroniques commencent à se voir d'un peu trop près, et elle est neutre à lointaine portée. On est d'accord ? Donc là, on a un problème. Globalement, en fait, si vous tracez l'énergie potentielle coulombienne, ben, en fait, c'est une énergie répulsive, elle est comme ça. Et si vous tracez ça, vous ne pouvez pas avoir d'étalier, puisque vous êtes d'accord que, quelle que soit votre valeur d'énergie mécanique, vous finissez par arriver là-bas. Donc il nous manque un bout. Et ce bout-là, en fait, c'est ce qu'on appelle les interactions de Van der Waals. En fait, les interactions de Van der Waals sont des interactions attractives entre les molécules.
Et ces interactions attractives sont uniquement dues en fait à des interactions entre dipôles. Parce que deux dipôles, en fait, deux dipôles électriques qu'on a vu hier, ont des interactions attractives. Donc on est parti. Qu'est-ce qui vous arrive, messieurs, là, tous les deux, là? Je veux dire, les deux seuls clowns qui se marrent dans la classe, ça finit par se voir quand même. On est d'accord? Bien, donc je me suis dit, il se marre avec Paul, mais alors, il est tout seul quand même, puisque Paul ne se marre pas, manifestement. Voilà. Et donc finalement, j'ai trouvé l'autre clown qui se marre. Voilà, d'accord, on les a, c'est bon. Et je vous vois, hein. Donc vous vous concentrez un peu maintenant, ok? Bien. C'est possible ça. Donc on est parti. Donc, les interactions de Van der Waals. Alors Van der Waals, je l'ai écrit qu'une seule fois. Après, c'est VDW pour les intimes, hein, d'accord? Voilà. J'ai un stock de A qui n'est pas inépuisable, donc je m'arrête. Voilà. Donc, les interactions de Van der Waals sont des interactions attractives entre molécules. Donc ça, c'est obligatoire, simplement parce que sinon, les liquides et les solides, ça n'existe pas. Voilà, c'est pas très compliqué. Ce sont des interactions attractives entre molécules. Alors, les interactions de Van der Waals, en fait, sont exclusivement des interactions dipôle-dipôle. D'accord. Elles procèdent d'une attraction entre deux dipôles. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes censé connaître tout ça, mais vous allez me dire, oui, mais attendez, il y a un truc qui ne va pas dans votre histoire, parce que CO2, par exemple, vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de moment dipolaire dans CO2, sauf que le CO2 liquide, ça existe, mais que s'il n'y a pas de moment dipolaire, mais que c'est liquide que parce qu'il y a une interaction entre dipôles, c'est qu'on a un souci quelque part. D'accord? Même punition avec le dioxygène, même punition avec le dihydrogène, même punition avec à peu près tout ce qui est susceptible de devenir liquide, à savoir à peu près tout. Quand même. Si la température est assez basse, s'entend. Alors en fait, il s'avère, et c'est là où on va revenir à la physique de la construction des atomes, c'est que non seulement les noyaux sont extrêmement petits et les électrons occupent un espace extrêmement grand, mais aussi les noyaux sont 1000 fois plus lourds que le nuage électronique. Autrement dit, quand une molécule commence à bouger et à s'agiter, les électrons, en fait, ont tendance à avoir du retard. D'accord? Ce qui fait que même si votre molécule, d'un point de vue statique, n'a pas de moment dipolaire, il s'avère que les mouvements de la molécule vont faire que de temps en temps, vous allez avoir des différences entre le barycentre des charges positives et le barycentre des charges négatives. Résultat des cours, vous allez avoir un moment dipolaire. Et attention, là c'est subtil, le moment dipolaire en moyenne va être nul. D'accord? Mais la valeur moyenne de l'interaction entre deux dipôles ne va pas être nulle. Ça, c'est la même magie mathématique que la valeur moyenne d'un sinus, c'est nul, mais la valeur moyenne d'un sinus carré, ça ne l'est pas. On est d'accord là-dessus? Donc, en gros, vous allez avoir trois mécanismes possibles dans les interactions de Van der Waals. La première, c'est dipôle-dipôle. Vous avez des molécules polaires qui se voient. Facile. Ensuite, vous avez une interaction dipôle-dipôle induit. Donc, autrement dit, le dipôle va induire un dipôle dans la molécule d'à côté et l'interaction entre deux va être attractive. Et dipôle induit, qui est essentiellement lié à l'agitation moléculaire, qui crée des espèces de dipôles un peu aléatoires, mais qui par contre se voient en permanence. D'accord? Voilà les trois mécanismes. Ces mécanismes sont assez curieusement, ont exactement la même portée, ont exactement la même forme. C'est une énergie potentielle en 1 sur R6. D'accord? Voilà. Leur puissance, effectivement, n'est pas exactement la même, ça dépend des molécules, ça dépend de leur taille, etc., etc. Donc, je vous donne la liste. On distingue trois mécanismes. Alors, je vous dispense des noms de famille de ces trois mécanismes. Je ne les connais pas moi-même, d'accord? Voilà, je ne sais jamais lesquels sont lesquels. Voilà. Donc, dipôle-dipôle. Dipôle induit. Et dipôle induit. Tout ceci pour vous raconter que n'importe quel
système moléculaire va avoir des interactions de Van der Waals en son sein. D'accord? Grosso modo, dès que les molécules s'évitent de s'agiter un peu, vous allez avoir des interactions de Van der Waals. Donc, ce qui mouille. Est-ce que ça, est-ce qu'il y a un lien avec la gravitation, enfin les forces faibles ou fortes? Absolument aucun. Ça, c'est à l'intérieur du noyau. Okay. Ouais. Ça, oui. Ça, non. Puisque ça, c'est apolaire, justement. Ça, dipole-induit, c'est ce qui se passe dans du CO2, par exemple. La molécule est apolaire, mais comme elle est agitée par l'agitation thermique, les électrons sortent un peu, enfin, tu vois, se déplacent par rapport au noyau pour des questions d'inertie. Grosso modo, c'est un peu comme quand vous secouez une bouteille d'eau, vous voyez, la bouteille d'eau, elle fait des petits mouvements, mais la flotte à l'intérieur, elle se bat dans tous les sens. D'accord? C'est une histoire de maracas, bon, c'est tchac-tchac, voilà. C'est exactement la même chose, et donc à un moment donné, tes électrons sont plus au même endroit, enfin tes charges négatives sont pas au même endroit que tes charges positives. Ça fait un dipôle. Ce dipôle-là va se coupler avec un autre dipôle qui subit exactement la même chose. D'accord? En moyenne, le vecteur va être nul, mais le produit scalaire de ces deux vecteurs-là va pas être nul en moyenne. Elles sont attractives, donc effectivement, cette force a tendance à les faire se rapprocher. Après, elles ont une énergie cinétique, elles se cognent. Il y a une force répulsive qui fait ça dans l'autre sens. On va voir ça maintenant. Donc en gros, la cohésion... Alors, toutes ces interactions ont une énergie potentielle en... Donc, moi je pense que ça, vous devez le savoir, mais bon. Énergie potentielle... Alors, je pense ça, mais je suis sûr que je ne l'ai même pas mis dans les questions de cours. Ouais, si, je l'ai mis, quand même. L'énergie potentielle de Van der Waals, c'est en moins C sur R6. Donc, le moins pour vous dire que c'est attractif, et ça dépend comme la puissance sixième de la distance entre les molécules. D'accord? Donc, R ici, c'est la distance entre les molécules. Oui. Oui. On les passe après, quoi. Alors, encore une fois, le libre parcours moyen, si tu veux, dans un gaz ou dans un liquide, c'est de l'ordre de la centaine de nanomètres, voire du micron. Par rapport à la taille d'une molécule, c'est absolument considérable. D'accord? Globalement, les distances entre les molécules, c'est à peu près 100 fois la taille d'une molécule au minimum. Donc si tu veux, il ne se passe pas. Enfin voilà, on n'est pas à la taille de la molécule près. On est d'accord là-dessus? Donc, la suite n'est pas au programme, mais il faut quand même que vous compreniez pour que Camille ait une réponse à sa question. Cette énergie potentielle, elle est contrebalancée par une énergie potentielle répulsive, d'accord, qui est due au choc des électrons en surface qui est en 1 sur R puissance 12. D'accord? Contrebalancée par la répulsion à courte portée qui est en C' sur R puissance 12. Donc, grosso modo, en fait, si vous arrivez à comprendre ça, vous voyez, alors, si j'essaie de tracer cette énergie potentielle en fonction de la distance entre vos deux atomes, qu'est-ce qui domine à basse distance? C'est effectivement l'interaction en R puissance 12, d'accord, puisque c'est l'exposant le plus petit, d'accord, voilà. Et au contraire, à longue distance, c'est celui-là qui domine, d'accord. Donc en gros, à grande distance, vous allez avoir la courbe en 1 sur R puissance 6 qui est comme ça, d'accord, c'est une courbe riemannienne. Et pareil, à basse distance, vous allez avoir la courbe en 1 sur R puissance 12 qui est comme ça. Si vous faites le calcul, vous avez en fait grosso modo une forme comme ça. D'accord. Ça porte un nom, ça s'appelle le potentiel de Lennard-Jones, d'accord, qui est le potentiel, qui est l'explication générale de ça. D'accord. Donc ça, c'est C' sur R puissance 12, moins C sur R puissance 6. Et là, en fait, vous comprenez littéralement les problèmes, et c'est extrêmement important à comprendre cette histoire. Si votre énergie mécanique est ici, vous avez quoi comme type de système? Vous êtes
dans un état de diffusion. Vos molécules peuvent s'éloigner infiniment les unes des autres. Vous avez donc un gaz. Si vous êtes dans cette partie-là, vos molécules peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres, mais ne peuvent pas s'éloigner infiniment les unes des autres. Vous avez donc un liquide. Et effectivement, quand vous arrivez à peu près par là, d'accord, en toute rigueur ici, vous avez quoi? Vous avez effectivement un solide. Alors, c'est une vision extrêmement schématique. En vrai, il y a d'autres choses qui se passent dans les solides en termes de transformation. Mais quand votre liquide commence à arriver là, vous avez tendance à vous transformer en solide, c'est-à-dire que vos molécules ne peuvent plus bouger les unes par rapport aux autres. En général, le solide passe avant. Oui. Si, bien sûr. Commençons par raconter la température. Alors, ça, c'est quoi? La différence entre l'énergie mécanique et l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, d'accord? C'est le cours de mécanique qui vous raconte ça. Et l'énergie cinétique, c'est 1,5 de kBT. La température, elle est là. Plus exactement 3,5 de kBT si vous voulez être pouillemesque. Ouais. Comment ça, c'est? C'est une constante. Plus tu augmentes, plus tu as tendance à être gazeux. Plus tu augmentes ton énergie mécanique initiale. Enfin, là, comme ça ne change pas ton énergie cinétique. Oui. C'est universel, ça. Tous les gaz, tous les liquides obéissent à ça. Ouais. La température, elle est là. C'est ce que je disais à Camille. Le jeu de la température, c'est simplement votre énergie cinétique initiale. Si la température est élevée, vous avez une énergie cinétique suffisamment grande pour être dans un état de diffusion. Sinon, voilà. Encore une fois, c'est une vision très schématique, mais c'est au permet après de comprendre comment ça fonctionne. Ce que ça vous raconte également, c'est que si vous voulez passer de l'état liquide à l'état gazeux, il vous faut une certaine température pour que ça fonctionne. D'accord? Voilà l'idée. À la louche. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors, ce que vous devez savoir au programme, c'est la chose suivante. L'énergie typique des interactions de Van der Waals, c'est de l'ordre de quelques kilojoules par mol. Vous voyez donc que c'est beaucoup plus faible que les liaisons covalentes. D'accord? Ce qui vous explique qu'on ne peut pas littéralement faire chauffer quelque chose en faisant de la dilatation thermique. Parce que c'est ça dont on parle. D'accord? Donc, l'énergie typique de Van der Waals est de quelques kilojoules par mol. Donc à comparer avec la liaison covalente, c'était la centaine de kilojoules par mol. Oui. Pardon? Non, le changement d'état, c'est un peu plus compliqué que Van der Waals, mais c'est un peu lié. La chimie, au contraire, c'est... Oui, ça peut revenir à ça, effectivement. Pardon. Effectivement, le changement d'état coûte moins d'énergie que de faire brûler les trucs. Globalement. Voilà. Si, t'as raison. Tiens-moi ça. Voilà. Et alors, en fait, tout ça pour vous raconter un truc extrêmement con. Grosso modo, alors la question c'est que vaut C? C'est quoi le paramètre qui influe C? D'accord? Là, le 1 sur R puissance 6, c'est la distance, d'accord? Mais grosso modo, d'une molécule à l'autre, comment ça change? Eh bien, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a le caractère polaire en premier, mais surtout, le premier paramètre qui influe C, c'est la taille de la molécule. Plus une molécule est grosse, et plus les interactions de Van der Waals vont être grandes. Voilà, point barre. Le principal paramètre influent C est la taille de la molécule. Je t'écoute. Tout simplement parce que si une molécule est très grosse, quand elle va s'agiter, les électrons ont tendance à être plus dehors que si la molécule est petite. Et donc la différence de distance, tout simplement, entre le barycentre des électrons et le barycentre des protons va être plus grand. Vraiment très très con, quoi, globalement. On peut imaginer, si je fais la même analogie, si vous secouez de l'eau à l'intérieur d'un flacon tout petit, et vous secouez la même chose avec un flacon plus grand, vous voyez bien que la flotte va avoir un mouvement plus important, quoi. En principe, c'est ça. Ouais.
peu l'ADN probablement, mais il n'y a pas de limite en fait. Il y a en naturel ça va être l'ADN, mais sinon le polychlorure de vinyle, tu peux en faire des kilomètres. Le PVC, c'est. Enfin, tout ce qui est polymère, tu peux en faire des kilomètres comme tu veux, donc c'est une question qui n'a pas de sens globalement. Ouais. Non, mais R, c'est la distance. Non, R, c'est une distance. C'est comme si tu me disais que la distance entre Paris et Melun, ça dépend du nombre d'immeubles qu'il y a à Paris. Stop. Écoute ma question. Est-ce que la distance entre Paris et Melun, ça dépend du nombre d'immeubles qu'il y a à Paris? Non, même, c'est la même question que tu poses. Oui. Oui. Stop, c'est des interactions entre molécules, pas à l'intérieur d'une molécule. D'accord? On est d'accord qu'on parle tous de ça, là? Si, d'accord? Ça, c'est des interactions. Tout le monde fait la différence entre le préfixe inter et le préfixe intra? International, c'est entre les nations. Intra, c'est à l'intérieur. D'accord? Méfiez-vous. Ok? Donc là, c'est des mécanismes intermoléculaires. Donc c'est entre diverses molécules. D'où ta question. Ok. Voilà. Superbe. On est d'accord là-dessus? Donc ça, c'est le gros pattern général de la cohésion des liquides. Il existe en fait une autre liaison, dont Gabriel a parlé tout à l'heure, qui est, Gabriel, réveille-toi Gabriel, celui qui est là peut virer l'écran de veille de Gabriel s'il vous plaît. D'accord? Ouais. C'est bientôt la fin de la semaine, t'inquiète pas. Effectivement, c'est les liaisons hydrogènes. D'accord? Alors, la liaison hydrogène, c'est une liaison extrêmement particulière qui se fait uniquement entre les hydrogènes et quelques atomes bien particuliers. D'accord? Donc, on va regarder ça. C'est le petit 2, si je ne me trompe pas. Alors, des liaisons bizarroïdes comme ça, il y en a plein. Vous avez peut-être... Ben non, vous faites plus de bio, parce que voilà, comme maintenant vous faites plus de sciences en vrai, non seulement vous êtes toujours aussi mauvais en maths à l'arrivée, mais en plus vous avez plus de culture. Donc voilà. Donc, mais si vous avez fait de la bio, vous aurez entendu parler par exemple des ponts disulfures qui sont responsables de la structure des protéines. D'accord? Donc des liaisons particulières, il y en a un bon paquet, mais la liaison hydrogène est extrêmement importante parce qu'elle est très forte, globalement, et surtout qu'elle va se manifester dans l'intégralité de la chimie du vivant. D'accord? Et elle a aussi une autre conséquence, c'est que vous êtes en vie. Voilà. Vous existez sur cette planète. Sans liaison hydrogène, c'est pas possible. D'accord? On va comprendre pourquoi. Alors, la liaison hydrogène est une liaison très particulière. En gros, la liaison hydrogène, c'est une liaison entre des molécules, d'accord? Entre le H d'une molécule et le doublet non liant, ou un doublet non liant, de N, O ou F. C'est la liaison hydrogène. Pour des raisons que j'ignore, la liaison hydrogène ne se forme pas avec d'autres doublets non liants. Il n'y a qu'avec ceux-là que ça marche. D'accord? Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a des gens intelligents qui savent pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi. Ça ne m'empêche pas de dormir par ailleurs, mais peut-être qu'un jour je me renseigne. Donc ça, c'est une description. Donc la liaison H est une liaison entre le H d'une molécule et un doublet non liant de N, O ou F d'une autre molécule. Alors, cette liaison, elle a une particularité. C'est une liaison hyper particulière parce qu'elle a deux conséquences. La première, c'est que c'est une liaison attractive. Ça, c'est forcément très grave. La deuxième, c'est qu'en fait, c'est une liaison qui a tendance à aligner le doublet dans la direction de la liaison qui porte le H. Donc, c'est pas uniquement un truc d'attraction comme ça, c'est que c'est une liaison qui va forcer le directionnel. D'accord? Donc, cette liaison est attractive et en fait
force la liaison, force le doublet portant le H à pointer vers l'autre molécule. Autrement dit, en fait, si vous dessinez ce qui se passe, vous avez donc une espèce de contrainte bizarre qui est que, par exemple, vous avez votre H ici, et bien en fait, là, ça va pointer vers le doublet là-bas. D'accord? Encore, par exemple, si on va dire que c'est un O là, d'accord? Et pareil, et donc le doublet en général est opposé à la liaison, et donc vous avez. Non, pas comme ça, ouais. Et donc vous avez tendance à avoir un espèce d'alignement, comme ça, entre la liaison et ça. Donc c'est un peu étrange comme liaison. C'est pas uniquement une simple attraction. C'est aussi un truc qui va vous verrouiller d'un point de vue directionnel. Et alors ça paraît pas parce que ça fait des contraintes d'orientation de la molécule. D'accord? Et ça a une conséquence dont on va parler dans 5 minutes, après que je vous ai donné les ordres de grandeur de ce truc-là. Oui. Non, c'est H. H n'a pas de double non, il y a H+. Simon, bah alors, 9h? T'es pousse quoi? Ouais, non, j'avais 20 minutes, mais je me suis dit que là, pour le coup, au niveau de... Bah là, tu viens de perdre 40 minutes de cours, quoi. Tu te seras engueulé pareil, hein. Par qui? Par mois. Ah, je on s'en fout. Ouais. C'est ça, exactement. Et l'oriente. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi elle court. Non plus. Non. Je sais pas non. Un jour, il va falloir que je me renseigne un peu plus. C'est pas une blague, hein, c'est pas pour voter en touche, hein, c'est que vraiment, effectivement, c'est un trou de compréhension chez moi, enfin, un truc que je pense souvent. Bon, je m'y regarde. On est d'accord sur cette histoire? Alors, l'énergie typique est de 10 kJ par mol. Autrement dit, c'est une énergie de liaison d'un point de vue attractif qui est 10 fois plus forte que Van der Waals. D'accord? Elle est donc responsable d'une cohésion beaucoup plus forte des liquides que Van der Waals simplement. On est clair là-dessus? Alors, pour répondre à ta question, Liam, quand même, puisque je subprocesse en même temps, je pense que c'est une histoire de, quand tu es dans cette ligne-là, la forme des orbitales atomiques et moléculaires est particulière, et donc je pense que c'est parce qu'elle pointe vachement vers l'extérieur, que donc quand ça se couple, les orbitales c'est ensemble, d'où le caractère, on s'aligne comme ça, quoi. Je pense que c'est une histoire quantique, je pense qu'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas au courant, c'est qu'il n'y a probablement pas d'explication simple à ce truc-là, au-delà de la forme des orbitales moléculaires. Mais c'est une guess plus qu'une certitude. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai écrit là-bas. En gros, la liaison qui porte le H s'aligne dans la direction du doublet non libre. Ça pourrait être comme ça, ça pourrait être comme ça pourrait tourner. En fait, non. C'est-à-dire que ça va être verrouillé. Un peu comme un verrouillage par phénomène de marée, tu vois. C'est qu'on voit toujours la même phase de la Lune. Même genre de bêtises. D'accord. Voilà. Ça, en fait, ça a une importance très forte. Tout simplement parce que, là, je n'êtes pas obligé de noter, mais vous savez que la vie est possible dans l'eau. Il existe des poissons. Ok. Vous savez que dans les lacs, les poissons survivent à l'hiver. Entier au gel. Ça vous a jamais semblé bizarre cette histoire? C'est les poissons picards. Hein? Et pourquoi la glace elle est au-dessus? Mais pourquoi? C'est pas normal. Vous savez la géothermie? Non. Géothermie en montagne. Géothermie en montagne, il faut aller la chercher quand même. Hein. D'accord? Ça marche aussi dans un verre d'eau. Hein. Vous savez, quand vous mettez des glaçons au frigo et au congélo et que vous les sortez trop tôt, d'accord? Vous savez très bien que ça marche à tous les coups. Donc la géothermie dans ton congélo, ça marche pas bien. Ouais. C'est la surface qui est la première touchée par... Mais c'est pas normal. Hein. Regardez, quand vous faites bouillir de l'eau, vous avez déjà fait des pâtes, je suppose. Vous faites chauffer l'eau par où? Par en bas. Vous vous dites pas, merde, en bas ça va bouillir, mais en haut ça va être froid. Ça n'arrive jamais ça. On est d'accord, pourquoi en fait? Parce que ça remonte.
On est d'accord. Ça remonte tout simplement parce que plus un corps est chaud, moins il est dense, et que donc vous avez tendance à faire des mouvements de convection et à faire descendre le truc le plus froid et à faire monter le truc le plus haut. Ça signifie donc que quand on commence à faire geler un truc, l'endroit le plus froid, il devrait être en bas. Autrement dit, le premier endroit où ça devrait geler, et ce qui est le cas de quasiment la totalité des liquides, c'est en bas, pas en haut. Or, factuellement, l'eau, ça gèle pas par en bas. D'ailleurs, il y a une donnée extrêmement intéressante. Je connais, sans aucune forme de problème, même sans y être allé, la température du fond des mers. C'est 4 degrés. Ouais. C'est parce que c'est gelé, bah, ça peut aller en bas. Non, ça touille avant. Ouais. Rien à voir. Dans un liquide, rien à voir. Alors, il s'avère que l'eau est un corps... Déjà, déjà, premier truc bizarre. Vous êtes d'accord que plus on refroidit un truc, et plus il est dense. Si vous prenez un glaçon, vous le mettez sur l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Non, en général, même les tuyaux de canalisation disent des faibles parce que s'il y a encore de l'eau, quand ça gèle, ça prend plus de volume, donc les tuyaux. C'est ça. C'est-à-dire, un glaçon, ça flotte. C'est-à-dire que c'est moins dense que le liquide qui lui est associé. Ça, c'est absolument déraisonnable. D'ailleurs, la majorité des corps ne se comportent pas comme ça. Le fer solide, ça coule dans du fer liquide. Le soufre solide, ça coule dans du soufre liquide. L'intégralité des solides coule dans leur propre liquide. Prenez par exemple, vous avez déjà eu de l'huile qui a figé, qui s'est transformée en solide. Vous savez, de l'huile, si jamais vous avez laissé ça dans une cave un peu machin chose et qu'elle n'est pas très chauffée, à un moment donné, vous avez des morceaux, des cristaux d'huile qui se baladent. Ils sont pas à la surface, ils sont au fond. D'accord? T'as jamais eu de l'huile qui a figé, toi? Punaise. Voilà, t'as oublié une bouteille d'huile dehors, t'inquiète pas, ça va. Bon, sinon, c'est un peu chaud, mais voilà, ça marche. Ouais. Ça serait pas parce que quand l'eau se solidifie, il y a de l'air qui vient entre les molécules. Absolument pas, ça n'a rien à voir avec de l'air. D'accord? C'est ce qu'on a pensé pendant très longtemps, mais non. Il s'avère qu'en fait, quand vous mesurez la densité de l'eau, la densité de l'eau passe par un maximum à 4 degrés. D'accord? Et ça, en fait, c'est à cause des liaisons hydrogènes. Quand la température est trop élevée, les molécules d'eau peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres, et quand la température commence à avoisiner la température de solidification, les liaisons hydrogènes vont verrouiller les molécules d'eau dans des directionnels particuliers. D'accord? Et quand vous commencez à verrouiller les directions des molécules d'eau à cause de ça, en fait, l'eau va prendre plus de place, tout simplement, parce que verrouiller des molécules, ça prend plus de place que de les laisser s'agiter les unes par rapport aux autres. Autrement dit, quand vous commencez à refroidir de l'eau, il se passe des choses tout à fait normales. La partie la plus froide descend et la partie la plus chaude monte. D'accord? Voilà, sans aucune forme de problème. Et à 4 degrés, ça s'inverse. Autrement dit, si vous avez de l'eau à 5 degrés et de l'eau à 2 degrés, elles vont toutes les deux monter par rapport à de l'eau à 4 degrés, qui elle reste au fond. Résultat des courses, quoi qu'il arrive, sauf si vous avez de l'eau intégralement gelée, si vous avez de la glace et de l'eau, vous êtes sûr qu'au fond, l'eau est à 4 degrés. Jusqu'à ce que vous faites tout geler, là, c'est terminé. Ouais. Est-ce que l'eau, par exemple, à 80 degrés, elle est dense? Par rapport à quoi? Ça fait rien, Si on prend une eau très chaude, comme un glaçon, est-ce que c'est possible d'avoir une température d'eau dans laquelle un glaçon... Ah oui, clairement, oui, très clairement. Un glaçon, ça va couler sur de l'eau chaude. Sans problème, par dilatation, ça n'a aucun souci. Ouais. On est d'accord là-dessus? Et donc, c'est pareil pour les océans, c'est le même problème, en fait, l'eau a tendance à descendre. Et ça paraît pas, mais ça vous raconte que quand l'eau se met à geler, elle gèle en surface, et comme la glace est par ailleurs un excellent isolant thermique, vous savez, puisqu'on construit des igloos, ça marche très bien, et bien globalement, en fait, ça préserve également le fond de l'eau, du gel. D'accord? Résultat des courses, même dans les gigantesques périodes glaciaires, d'accord, la vie peut survivre. En dessous. C'est ça qu'il y a encore des poissons dans les lacs de montagne. Sinon, il n'y a pas de poissons. Ils seraient mourus dans la glace. On est d'accord? Voilà. Et comme on est essentiellement des leçons de la vie aquatique, si vous avez pu poser cette chaise aujourd'hui, c'est grâce aux liaisons hydrogènes. On dit merci liaisons hydrogènes. D'accord? Voilà. Oui. Et au niveau de tout ce qui est photosynthèse pour les planctons et tout, ça marche comment quand c'est gelé? Alors on ne sait pas trop. Très mal.
On ne sait pas trop. On sait que la Terre a connu 2 épisodes boule de neige où la Terre était intégralement recouverte par de la glace, environ 20 ou 30 km de glace, sur l'intégralité de sa surface. On ne sait pas trop, et là, et qui dure quelque chose comme plusieurs centaines de millions d'années, si tu veux. C'est pas 3 hivers, quoi. On suppose que l'activité volcanique de l'époque faisait faisait de la cendre, en fait, où le soleil faisait fondre la glace par inversion d'albédo, et qu'il y avait des colonnes de lumière, où là, Lagos, en bas, survivait un truc pendant le temps qu'il faut pour survivre, globalement. Mais on n'est pas très sûr de comment ça a survécu, c'est une certitude, vu que l'apparition de la vie date d'avant ça, mais c'est fait partie des trucs où on n'est pas très sûr. Ouais. C'est ça. Voilà. Consulter le créateur après, c'est pas moi qui ai écrit le date d'emploi. D'accord. Voilà. C'est 4 degrés, c'est 4 degrés. Voilà. D'accord là-dessus? Donc voilà l'impact des liaisons hydrogènes dans cette histoire. Ok? Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que, en fait, il va falloir, grosso modo, que vous fassiez le petit 3. Impact sur la température d'ébullition. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'on sait ça ou on mesure ça grâce à la température d'ébullition. C'est bon, je peux aller remettre. Super. Ça sert à rien, mais c'est juste, je suis moi sérieux, ça. Vous me respectez, moi. Voilà. L'idée est simple. Plus un liquide est stable et plus sa température d'ébullition est élevée. C'est pas très compliqué à comprendre. Plus les interactions entre les molécules vont être fortes, et plus en fait il va falloir amener une énergie cinétique élevée pour que ces interactions soient cassées. D'accord ? Donc grosso modo, la température d'ébullition d'un liquide, d'accord, est directement liée à la force des interactions à l'intérieur de ce liquide. Voilà. Donc, plus les interactions dans un liquide sont fortes, et plus sa température d'ébullition est élevée. Voilà. Et vous avez quasiment que ça à comprendre. En fait, un exercice typique, c'est l'exercice suivant. Vous prenez une colonne standard. On vous donne la température d'ébullition de H2O, de H2S, de H2SE et de H2TE. Vous êtes d'accord qu'à chaque fois on peut faire H2 le truc, puisqu'ils sont tous les 4 dans la même colonne. D'accord? Voilà. Donc le principe est simple. On vous met un joli petit graphique ou un joli petit tableau, on s'en fout, ça revient au même, d'accord? Voilà, on vous trace la température d'ébullition et on vous met en bas les divers trucs, d'accord? Et on vous dit, ah bah tiens, c'est rigolo, si je fais H2SE, c'est là, H2, après c'est quoi? H2S d'abord, H2SE ici, H2TE ici, mais ah, c'est étrange, H2O, c'est là. D'accord? Réponse à la question, la température d'ébullition augmente avec la force des interactions. Sur les trois là, c'est Van der Waals, donc ça augmente avec la taille de la molécule. Sur celui-là, c'est hyper élevé parce qu'il y a des liaisons hydrogènes. Fin de l'exercice. C'est toujours le même. D'accord. En gros, l'idée est la chose suivante. Si vous n'avez pas de liaison hydrogène, c'est les Van der Waals qui expliquent la température d'ébullition, donc la taille de la molécule. Si vous avez des liaisons hydrogènes, comme c'est 10 fois plus important que Van der Waals, ça vous donne une température d'ébullition considérablement plus élevée. Voilà, au revoir. D'accord. Donc, ce paragraphe-là est terminé. Il n'y a rien à écrire de plus sur le sujet. Ouais. Non, j'ai pas dit ça. J'ai juste pas dit ça. J'ai dit exactement le contraire. Les liaisons hydrogènes, ça marche qu'avec O, N et F1. D'où ça peut marcher dans la même colonne. Si, j'ai dit ça. Mais j'ai pas dit qu'on pouvait faire des liaisons hydrogènes avec ça, justement. J'ai dit qu'on pouvait faire la même structure de Lewis. Pourquoi ils n'existeraient pas? Je pensais qu'il y avait un lien entre les éléments de colonne et le fait qu'ils peuvent être associés à une... Alors, la structure de Lewis.
Et la liaison hydrogène, ça n'a rien à voir avec la structure de Lewis. C'est intermoléculaire, pas intramoléculaire. La structure de Lewis, c'est intramoléculaire. L'hydrogène, c'est intermoléculaire. On est d'accord? C'est bon? C'est la cohésion des molécules entre elles, pas la cohésion des molécules à l'intérieur d'elles-mêmes. Je t'écoute, Samy. C'est les métaux qui ont la plus haute température. Au contraire, ah bah pas du tout. Bah réfléchis un peu. Tu sais faire fondre du plomb, essaie de faire fondre du carbone, tu vois, on va se marrer quoi. Non mais vous êtes d'accord que faire fondre des métaux c'est facile. Bah, c'est chaud. Enfin, Et t'as déjà fait fondre du carbone? T'as déjà essayé de faire fondre du charbon? Enfin, je veux dire, fais fondre du diamant, il revient même dire des choses quoi. D'ailleurs, essaye de faire fondre, j'en sais rien moi, je sais pas, bon, le soufre c'est une exception, ça fond facilement, mais enfin, non. Les métaux ça fond hyper facilement en fait. Ça s'évapore très difficilement. En fait, les métaux fondent très facilement, tout simplement parce qu'ils gardent leur liaison métallique entre le solide et le liquide. Pour un métal, il n'y a pas de différence entre le solide et le liquide à peu de choses près. Donc, ça fond en 2 coups de cuillère à peau, il n'y a pas de problème ça. Non, un métal, ça fond très facilement. Oui. Alors, non mais... C'est pas parce qu'il y a des métaux qui fondent facilement et des métaux qui fondent moins facilement que le tungstène ne fond pas facilement. C'est quoi la température de fusion du tungstène, à ton avis? À la louche. C'est un peu plus que ça, mais effectivement, c'est plutôt 3-4 000 degrés Celsius. C'est quoi, à ton avis, la température de fusion du carbone? Autrement dit, c'est capable de monter du carbone dans une enceinte avec une température telle que, comme il n'y a pas d'oxygène, ça ne spirolise pas. Et normalement, tu vas réussir à le retransformer en liquide, en carbone liquide. T'as une idée? Non, t'as pas d'idée, en fait. Parce que, littéralement, ça se chiffre en centaines de milliers de degrés. Voilà. Alors, en dizaines de milliers de degrés, plus exactement. Donc, non, le tungstène est certes le métal qui fond à la plus haute température, mais ça reste des choses faciles à faire fondre. Ah oui, c'est la même question. J'ai dit tout à l'heure que les métaux, effectivement, se vaporisaient très mal. Donc, effectivement, on est d'accord. Oui. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait ce genre de bêtises ou pas. Je n'ai aucune idée. Voilà. Mais c'est sûr que c'est chiant, pour le coup. Parce que tu dois péter des liaisons covalentes pour ça. Donc en général, on fait, dès qu'il y a l'oxygène, le truc brûle en fait. Tu vas avoir C+, ça va réagir avec le dioxygène. Le faire fondre comme ça en tant que tel, je sais pas. Je sais pas si des gens ont fait des bêtises pareilles, en tout cas. Mais en tout cas, c'est sûr que ça chiffre en dizaines de milliers de degrés sans aucune forme de pitié. Ouais. Est-ce qu'il y a un ordre dans les étapes? Par exemple, l'eau, pour une température la plus basse, elle est solide, ensuite liquide, ensuite Oui, gazeux. bah, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ah bon. Mais du coup, par exemple, pour les gaz, est-ce que c'est au chaud, c'est gazeux? Ensuite, si on baisse la température, ça va liquide. Mais attends, tu me poses la même question dans l'autre sens là. Ça, c'est la même question dans l'autre sens quand même. Non mais attends, ta question c'est, est-ce que si on part du principe que le premier, ensuite c'est le deuxième, ensuite c'est le troisième, est-ce que si on parle du troisième, c'est la même question? Non mais c'est la même question. Non mais ça, c'est un ordre justement. Bah oui, oui. Enfin, enfin, ça dépend, ça s'appelle un ordre globalement. Il y a une classification du désordre. Mais tu peux passer directement de solide à gazeux, ça s'appelle la sublimation. Est-ce que le gazeux sera forcément si chaud parce qu'on atteint le stade gazeux? À pression donnée, si tu passes par les 3 états, le gazeux a une température plus chaude et a une température plus élevée, oui. Voilà. C'est obligatoire. Voilà. Mais on est d'accord là-dessus? Voilà. Ok. Je vous ferai un poly pour les 2 dernières questions de cours. J'en ai marre. Voilà. Non, mais c'est tellement nul que voilà. Et donc, ceci termine le grand 2 de cette histoire. D'accord? Voilà. Le reste, c'est vraiment... non, je vous ferai un poly. J'ai pas envie. J'ai la flemme. Voilà. J'aurai moins la flemme chez moi. Voilà, tranquillement. Non, mais c'est nullissime, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et on va passer au grand 3. D'accord? Alors, pour celles et ceux qui ont déjà lu le programme de MPSI, je suis en train de fusionner le premier et le deuxième semestre sur cette partie-là. Donc là, très discrètement et officiellement, nous basculons dans le programme du second semestre de MPSI. Hop là, discretos comme ça. Voilà.
mais c'est bien dans tout le chapitre. Donc en gros, oui, je t'écoute. Oui. Ouais. C'est un 4, c'est ça? C'est un 4, c'est ça? Donc le truc s'appelle solubilité, miscibilité. Et effectivement, vous faites un CF poli. Vous avez le droit d'écrire en toutes lettres que j'ai la flemme, c'est enregistré. Voilà, c'est validé. Et je le fais pas par paresse intellectuelle, c'est que c'est vraiment... Enfin, j'ai pas envie de passer une demi-heure à vous expliquer qu'à la fin, la seule chose que vous allez retenir, c'est qui se ressemble, s'assemble. C'est d'une chipitude absolue. Donc, voilà. Donc, je vous ferai un beau poli bien propre avec de belles couleurs. Enfin, non, pas... des beaux niveaux de gris et vous serez content. Structure cristalline. Alors. Ah, voilà. Enfin, on commence à faire des trucs sympas. On est content. Ça vous avait manqué. Ouais, je suis sûr. Voilà. Alors, toutes celles et ceux qui disent pas non, hein, non, voilà, vous dites oui, vous approuvez, d'accord, hein, voilà. C'est comme ça. Donc, par ailleurs, il y a une relativement grande cohérence. Alors, on réserve un peu les gaz à la thermodynamique simplement parce qu'on va un peu voir leurs propriétés mécaniques en même temps. Mais globalement, dans l'intérêt de ce chapitre, on a donc vu, si je dézoome un peu, la cohésion à l'intérieur des molécules, d'accord, donc tout ce qui est modèle de Lewis, liaisons covalentes, d'accord, la cohésion à l'intérieur des liquides, donc les interactions de Van der Waals et les liaisons hydrogènes. Et là, on va regarder un peu comment ça se passe si on essaie de décrire de façon plus ou moins propre les solides. D'accord ? Alors en fait, on a un petit problème, c'est que les solides en fait sont de deux natures essentiellement différentes. Alors c'est pas simple à dire. Si j'essaie de faire ça avec les mains, il va exister des solides où grosso modo les atomes sont très bien rangés. Ils sont organisés entre eux, d'accord, tranquillement. Pour les plus comment dirais-je, curieux et curieuses d'entre vous, en fait, ceci se mesure par ce qu'on appelle une fonction de corrélation, qui est que, grosso modo, vous prenez un atome, est-ce que vous êtes capable de prédire où sont les autres atomes et jusqu'à quelle distance de cet atome-là vous pouvez aller. D'accord ? Voilà. Donc ça s'appelle une fonction de corrélation. Pour un liquide, par exemple, la fonction de corrélation est extrêmement faible. Globalement, vous avez un atome, vous ne savez pas trop où sont les liquides à un rang près, quoi. D'accord ? Il n'y a pas de raison majeure parce que les trucs ne sont pas tenus entre eux. Par contre, vous êtes d'accord que si je vous donne, je ne sais pas, moi, par exemple, une plaque de Lego, d'accord ? Vous voyez les petites feuilles là, machin. Si je vous donne un point, vous savez exactement prédire où sont tous les points. En fait, plus exactement, il faut que j'en donne 2 pour que vous sachiez, ou 3 pour que vous sachiez vrai comment ils sont, mais après, vous pouvez prédire sans aucune forme de problème où ils sont tous, même si vous ne voyez rien. Vous savez que c'est rangé bien proprement, sans aucune forme de problème. Ça, c'est la différence essentielle entre ce qu'on va appeler les solides cristallins, où effectivement, les atomes vont être bien rangés, d'accord, et les solides dits amorphes. D'accord ? Alors, la majorité des solides que vous avez autour de vous sont essentiellement des solides amorphes. D'accord ? Puisque, en général, ce sont simplement des liquides qu'on séchait. D'accord ? Par le carrelage, par exemple. Le bois, c'est des fibres, c'est un peu plus compliqué que ça. D'accord ? Un peu de choses près, mais c'est plein de liquide, un peu de choses près qu'à sécher. Le verre, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un cristal, y compris les verres en cristal, qui ne sont pas en cristal. C'est pas des cristals, d'accord ? C'est un liquide. D'accord ? Voilà. Ouais. Alors, le caractère déformable ou pas n'a rien à voir avec le caractère cristallin, en général. Tu peux avoir des solides amorphes qui sont indéformables. Essentiellement, le caractère on va en parler tout à la fin, mais le caractère déformable non insolide, c'est quand tu le déformes, est-ce qu'il y a des atomes incompatibles qui vont se retrouver en contact ou pas. Donc typiquement, un solide ionique va être indéformable parce que tu vas pouvoir mettre des anions en contact et ça ne marche pas. D'accord ? Donc le sel est indéformable, par exemple, c'est un cristal. Par contre, des métaux en particulier sont très déformables. D'accord ? Ça s'appelle ductile, plus exactement, pas très déformable, ça s'appelle ductile. D'accord ? Puisque grosso modo, ils s'en foutent un peu de se déplacer les uns par rapport aux autres dans la structure cristalline. On est d'accord là-dessus ? Donc c'est ça la différence, et nous on va s'intéresser bien entendu aux structures cristallines pour cette histoire. Donc, un solide est dit cristallin si sa structure interne
présente une structure, une organisation, pardon, structure c'est pas fait, une organisation. Alors en fait, si vous pouvez prévoir quelque chose, comment ça marche avec les Lego? Vous vous souvenez, vous voyez de quoi je parle? La plaque de Lego, vous savez, le truc où l'espèce de sol, quoi, globalement, des Lego, là, voilà. Comment est-ce qu'on peut prévoir, en fait? Comment ça marche? Comment est-ce que je peux dire, voilà, je vous en donne deux, comment est-ce que vous pouvez savoir sans aucune forme de problème sur les autres? Ouais. Voilà. Les deux points. Bah, en fait, la Lego, il suffit que je vous donne ça, et vous savez où sont tous les autres, on est d'accord? Ouais. Ils sont tous à la même distance, ça s'appelle comment ce genre de fonction? Ouais. Allez là. Ouais. Non mais merde, un nom de fonction quoi. Oui. C'est périodique, la vache quoi. Niveau seconde quoi. Donc ça a une relation périodique, vous savez que c'est tous les temps que vous allez retrouver la même chose, d'accord? Présente une organisation d'un motif, ou plutôt présente une relation en motif répété périodiquement. D'accord? Autrement dit, un cristal, c'est un gigantesque carrelage, mais en 3D. C'est un pavage, d'accord? Ça paraît comme ça, c'est un pavage de l'espace. Vous avez un motif, et tac, 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 vous le répétez périodiquement, tranquillement, pour remplir l'intégralité de l'espace. Un solide qui n'est pas cristallin est dit amorphe, d'accord? Amorphe, qui, comme son l'indique, c'est un A privatif, d'accord, qui veut dire sans forme. Okay. Ouais. Pourquoi la définition de solide cristallin? Est-ce qu'on peut avoir des solides cristallins quand on les chauffe? Enfin, ça change leur structure de plus. Ça, c'est un liquide. Ça change la structure. Ça ne change pas fondamentalement la structure. Après, tu peux changer c'est une autre structure. Mais tu peux devenir un solide amorphe. Mais... Le carbone, c'est toujours un seul. Ça dépend lequel. Mais oui, oui, le carbone a que des formes cristallines. Soit du graphite, soit du diamant. Il y en a que deux à ma connaissance. Non, trois, pardon. Il y a tous les fullerettes, mais il y en a dessus. Ouais, voilà. Celle-là aussi, c'est cristal. Donc un solide non cristallin est dit amorphe, d'accord? Alors en fait, la façon dont on obtient un solide cristallin par un solide amorphe, alors bien entendu, il y a énormément de variations d'un corps à l'autre, mais typiquement, si vous faites une trempe sur un solide, vous avez tendance à favoriser, vous prenez un truc qui est liquide et vous faites une trempe, c'est un refroidissement très brutal, vous avez tendance à avoir un solide amorphe, parce que vous n'avez pas laissé le temps aux molécules de se réorganiser. Au contraire, si vous laissez un truc se refroidir doucement, d'accord, en général, vous avez un solide cristallin. Ceci est une règle extrêmement grossière, d'accord? Le verre, typiquement, ne se réorganise jamais. Il ne devient jamais cristallin, d'accord? Le verre est un liquide, d'accord? Ce truc-là, ok? Un peu de choses près. Il y a des métaux, on fait des trempes et ils vont quand même faire du cristal parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est vrai d'énormément des métaux. Donc, c'est une règle très grossière, mais en général, ce qui va influencer le caractère amorphe ou cristallin pour une même espèce, c'est la vitesse de refroidissement. D'accord? Voilà. Donc, vous êtes censé savoir ça au programme. Je trouve que c'est beaucoup trop grossier comme règle pour expliquer les diverses choses. Oui. La glace qui fond, c'est Cristallin. Il y a 8 formes allotropiques de l'eau, si je ne me trompe pas. Il y en a énormément. L'eau, c'est une richesse absolue. Je crois qu'on en trouve une tous les 50 de toute façon. Là, on vient d'en trouver une nouvelle sous pression de la flotte encore. Enfin voilà, la glace, c'est. D'accord, le glaçon que vous avez dans la cuisine, c'est la glace 3. D'accord, le glace de base, mais sinon la neige, c'est pas la même. Les flocons, enfin voilà, il y en a plein différentes, hein, des structures. Les flocons, oui. Tu vois vraiment la structure en hybridation. La glace, c'est plus compliqué. Ouais. Une trempe, c'est. Tu trempes dans l'eau. Ça fait une trempe. Tu prends un truc en fusion et tu le fous dans la flotte. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, petite remarque, donc je l'écris, voilà. Un refroidissement rapide a tendance à favoriser les solides amorphes. Vraiment, c'est une histoire de réorganisation, quoi, globalement. Alors, petite remarque, pour ceux et ceux que ça intéresse, quand vous voulez vraiment faire des cristaux extrêmement purs, sans impureté,
vraiment très bien organisé, etc., etc., ce que vous faites, c'est que vous déposez une fine couche moléculaire sur un substrat et vous faites ça couche par couche, en gazeux vers solide directement sous basse pression. Donc si vous faites des cristaux d'or extrêmement purs, par exemple, sans défaut, vous faites ça avec de la vapeur d'or et vous déposez ça couche par couche, très lentement, comme ça, les atomes se mettent bien, ils sont contents, il n'y a pas de problème, et voilà, c'est pas simple. Et en général, c'est pas des trucs très épais, d'accord? Quand je dis pas très épais, c'est quelques microns d'épaisseur maximum. Les monocristaux, c'est un monocristal d'un millimètre d'épaisseur, c'est un miracle, globalement. Voilà, monocristaux, c'est compliqué. Alors, même si c'est un miracle, si vous arrivez à faire 1 millimètre d'épaisseur, vu la valeur du nombre d'Avogadro, c'est quand même quelque chose qui constitue un nombre d'atomes considérable. Et alors ça, c'est extrêmement important à comprendre. Je vais vous poser une question. Le nombre d'Avogadro, on est d'accord? 10 puissance 24. Si vous prenez un cristal qui fait donc une mole d'atomes, d'accord, nombre typique, quel est le nombre d'atomes à la surface? Quel est l'ordre de grandeur, plus exactement, du nombre d'atomes à la surface? Question triviale. Question simple, si je vous pose la question. Donc, le premier qui devine, je le fous par la fenêtre. Le premier qui devine, je le fous par la fenêtre. On ne devine pas, on raisonne. Oui. C'est pour ça, en fait. Je prends un cristal qui contient 10 puissance 24 atomes. Combien d'atomes, grosso modo, à sa surface? Ouais. Bon, c'est 6, 10, 24. Donc, c'est 6, 10, 23, donc ça fait 24, quoi. Moi, je suis pas à ça près, quoi, globalement. Puis, quitte à prendre un nombre, quitte à prendre l'exposant, on prend l'exposant avec des diviseurs, quoi. 23, c'est un peu premier, c'est chiant, quoi. Alors? Si on prend un cube, par exemple, tiens, c'est marrant, tiens, si on prend un cube et qu'on connaît son volume, est-ce qu'on peut connaître sa surface? Parce qu'il n'y a pas une dépendance entre les deux, au moins un facteur pas très grand près. Mais avec une calculatrice en plus, la honte, quoi. Ouais. Le volume d'un cube, c'est exposé au cube. Ouais. Et le périmètre, c'est 8 fois côté au carré. Oui, la surface, c'est un truc au carré, effectivement. Donc si on fait racine de Ça, donc effectivement, globalement, en fait, si vous prenez la puissance 2 tiers de ça, vous avez le nombre d'atomes sur la surface. C'est pas très compliqué, à la louche, hein, d'accord? Bien sûr, ça va dépendre de la forme de votre cristal, bien évidemment, mais à la louche, ça fait 10 puissance 18 atomes sur la surface. D'accord? Voilà, c'est pas très compliqué. C'est l'histoire de puissance. Globalement, le volume augmente comme le cube, la surface augmente comme le carré. Alors bien sûr, il y a peut-être un facteur 1 tiers, un facteur 8, un facteur machin chose, mais à la louche, vous avez un facteur 18. Autrement dit, pour un cristal de taille petite, hein, une mole, c'est pas grand-chose, ça fait à peu près ça comme taille, vous avez déjà un facteur 1 million entre le nombre d'atomes à la surface et le nombre d'atomes dans le volume. Autrement dit, en fait, le comportement de surface d'un cristal est complètement négligeable devant son comportement en volume. Et donc ça nous inspire une réflexion assez simple, qui est qu'en fait, on va créer un modèle qu'on appelle le modèle du cristal parfait, qui grosso modo est un modèle où on considère que le cristal est infini. Ou plus exactement, en fait, qu'on ne s'occupe pas de ses bords. C'est ça l'idée. C'est donc une répétition périodique du même motif, et les bords sont considérés comme infiniment loin, et en tout cas ne perturbant pas les choses. On est OK là-dessus? Voilà. Donc, c'est ça la justification de ce truc-là. Donc, on appelle cristal parfait. On appelle cristal parfait un modèle où on considère le cristal comme infini, c'est-à-dire qu'on néglige l'impact des bords. Voilà l'idée. Alors, dans ce cas, ça vous permet de faire un théorème extrêmement intéressant
c'est que les paramètres intensifs de votre cristal, de votre objet macroscopique, c'est les mêmes que les paramètres intensifs du motif. Autrement dit, la masse volumique totale de votre machin, c'est simplement la masse volumique de n'importe quel bout du cristal. On est d'accord? C'est l'idée, puisqu'il n'y a pas les bords, donc vous vous en foutez un peu de ce qui se passe. D'accord. La conséquence, c'est que les paramètres intensifs d'un motif sont les mêmes que ceux du cristal entier. Et ça, c'est assez sympa parce qu'on va pouvoir sonder l'intérieur de la matière avec ces choses-là. Voilà. Ceci concerne en particulier un paramètre intensif qu'on utilise beaucoup pour les solides, la masse volumique. Et je vous fais un petit rappel qui est dans vos questions de cours. Pour un solide cristallin, ρ appartient à quoi? Vous vous souvenez? Voilà. Alors, à peu près entre 100 et 20 000 kg par mètre cube. Voilà. Entre donc 0,1 et 20 tonnes par mètre cube, si vous préférez le mettre en tonnes. Voilà. Ça, on l'avait vu en chimie, enfin on l'a vu au premier chapitre, je vous recolle une couche ici, parce qu'on va la manipuler très fortement et que c'est dans vos questions de cours. Alors, je vais arrêter de tourner un peu autour du pot, globalement en fait, et je vais essayer de... Là pour l'instant je parle de motif depuis le début. En fait, il s'avère que... Alors ça c'est un truc, pour les plus matheux et matheuses d'entre vous, c'est un problème assez éternel en maths, globalement, qu'on appelle le problème de Penrose, qui a été résolu par un mec, enfin par plein de gens, enfin d'abord Bravais, et ensuite Penrose, c'est comment est-ce que vous pouvez paver de façon infinie l'espace, sans recouvrement et sans trou. D'accord? Voilà. Donc il y a des pavages très simples. Vous connaissez le cube, hein. Vous pouvez paver l'espace avec des cubes, d'accord? Et après, on peut se poser la question de savoir si on peut, je ne sais pas, paver l'espace avec des sphères, par exemple. La réponse est non. D'accord? Ça s'appelle le problème de Gauss. Hein. Vous avez, quelle est la façon la plus compacte de ranger des sphères? On verra ça vendredi, a priori. Et en fait, vous avez un certain nombre de possibilités. Il n'y en a pas tant que ça. En gros, en fait, vous ne pouvez pas paver l'intégralité de l'espace. En fait, si vous voulez paver l'intégralité de l'espace avec des choses, vous devez avoir en fait des symétries de rotation particulières, ce qu'on appelle les groupes de Bravais. D'accord? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, bien sûr, il y a la symétrie 4, il y a la symétrie 6. La symétrie 5, après, ça ne marche pas. D'accord? Vous ne pouvez pas paver tout l'espace comme ça avec des pentagones réguliers. Et il y a des symétries bizarres, genre 23 et 27, qui sont interdites par la physique de manière très générale, parce que c'est trop compliqué à faire. Voilà. Et donc ça, si ça vous intéresse, vous lisez les bouquins de Bravais. Enfin, c'est des problèmes de maths, voilà, avec des contraintes. C'est assez compliqué par ailleurs, mais c'est assez intéressant. Donc, en gros, nous, on va s'intéresser au truc le plus simple, qui est que, globalement, vous pouvez toujours paver l'espace avec des parallélépipèdes. Ouais. C'est infini, il n'y a pas de bord, voilà. Et ça doit être jointif et de la part de trous. Non, tout l'espace, dans toutes les directions. Voilà. Après, il y a les pavages du plan, il y a plein de trucs comme ça. Voilà. Donc, dans le principe, nous, on va s'intéresser au fait qu'on peut paver l'espace avec la forme minimale. Le truc le plus simple à comprendre, c'est des parallélépipèdes. D'accord? Quand on dit pavé, ici, ce sera sans rotation particulière. Les parallélépipèdes ont cette fonction que si vous voulez paver l'espace avec des parallélépipèdes, le parallélépipède d'après se déduit par translation. Et le vecteur de translation correspond exactement à un vecteur de côté, de surcroît. C'est pareil comme ça, c'est pareil vers le haut, c'est pareil vers vous. D'accord? Si vous imaginez un cube, c'est assez simple à comprendre. Un pavé, c'est simple à comprendre. Vous pouvez faire la même chose avec un truc très penché. Donc là, on est parti. C'est que la description minimale d'un motif est ce qu'on va appeler la maille. D'accord?
est la maille élémentaire constituée de deux choses, d'un parallélépipède quelconque, d'accord, et d'un recensement des atomes qu'elle contient. Si je reprends mon exemple de Lego tout à l'heure, là c'est en 2D, vous avez un carré, et dans ce carré vous avez 4 points. Et puis si vous le translatez partout, bah, vous avez l'intégralité de la planche de Lego. Ouais. C'est pas homogène. J'en ai marre. C'est pas homogène. Tu peux pas dire qu'un objet c'est pareil qu'un chiffre. C'est toujours pas homogène. Tu peux pas dire qu'un objet c'est la même chose qu'un nombre. On est d'accord? Oui. C'est le motif périodique. La période, c'est la distance qui les sépare. On est d'accord que c'est pas homogène? Bien. Arrêtez de faire des raccourcis de pensée, ça se voit. D'accord? Donc, on va donner un certain nombre de vocabulaire. Alors, petite remarque, vous savez que je suis pas doué en dessin? Mais en 3D, ça va être encore mieux. Je vois pas en 3D, donc globalement, mes dessins, je les fais de mémoire. Je vois pas en 3D. Je fais partie du tiers de la population qui ne comprend pas la 3D. Donc, je fais ça de mémoire. Je ne sais pas ce que je dessine. D'accord? Je ne comprends rien à ce que je dessine. D'accord? Voilà, vous avez un espèce de truc pas beau comme ça, qui se balade. D'accord? Je vais essayer d'enlever l'émission numéraire. Donc ceci, grosso modo, est un parallélépipède. Il n'est ni rectangle ni que dalle, d'accord? C'est juste un pavé qui a pris des claques. Ok? Voilà. Alors, si vous voulez décrire intégralement ce parallélépipède, en fait, il vous faut 5 paramètres. D'accord? Vous en avez 3 qui sont les 3 longueurs, d'accord? Donc petit a, petit b et petit c. Ok? Oui? Bah non. J'ai dit quelconque. Il est comme ça. Voilà, il est comme ça. Et il vous faut effectivement 2 angles. Un angle alpha ici. D'accord? Et un angle bêta ici. Alors, en général, l'angle bêta qu'on met, c'est celui-là. Mais, enfin, comme vous voulez, je vais mettre bêta, je vais faire ça. Voilà, je vais mettre bêta ici. On est d'accord là-dessus? Voilà l'idée. Donc, on y va. En termes de vocabulaire, A, B, C, alpha et bêta sont appelés paramètres de maille. C'est les paramètres de la maille. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que est-ce que vous êtes d'accord que chacun des côtés en fait constitue un vecteur? D'accord? Par extension, ces vecteurs, je vais les appeler vecteur A, vecteur B, vecteur C. D'accord? Tout bêtement. Hein. Donc chaque côté constitue un vecteur. Vecteur A, vecteur B, vecteur C. D'accord? Dans cette histoire-là. Qui par ailleurs sont les vecteurs de translation de la maille pour recouvrir l'intégralité des choses. Vous êtes d'accord qu'en fait, toute maille de ce cristal va être retrouvable par une combinaison linéaire, par une translation qui serait une combinaison linéaire des 3 vecteurs ABC. D'accord? Donc en fait, l'intégralité du cristal est décrite par toutes les combinaisons linéaires, par toutes les translations, combinaisons linéaires de A, B et C.
De là à dire que l'intégralité de mon cristal est un espace vectoriel dont une base est ABC, il n'y a qu'un pas qu'on pourrait franchir allègrement. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un espace vectoriel, ça. L'algèbre binaire, c'est la vie. Hein. Si vous ne le savez pas encore, vous avez commencé l'algèbre binaire avec M. Lévy? Oh là 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 là. C'est dur d'enseigner à la crèche encore. Hein. C'est pas simple. Hein. Voilà. Alors, cette définition de ABC ne sert pas à grand-chose. Elle sert en fait à un seul truc, oui. L'intégralité du cristal est décrite par toutes les translations, combinaisons linéaires de A, B et C. En gros, si vous voulez schématiser, c'est qu'un cristal parfait, c'est une maille élémentaire plus toutes ces translations avec ces trois vecteurs de base. Alors, je ne sais pas si c'est un rappel. Je ne sais pas si je l'ai fait ou pas, mais le volume de la maille, c'est le produit mixte des trois vecteurs. C'est A vectoriel B scalaire C. Oui. Si, ça serait bien. Là, ils sont orientés correctement. C'est même plus exactement la valeur absolue, mais en toute rigueur, ici, comme ils sont orientés correctement, il n'y a pas de problème. Si vous écrivez ça, ça vous donne A, B, C, sinus alpha, sinus bêta. Alors, ça se démontre facilement. Le premier sinus, il vient du produit vectoriel. C'est le sinus de l'angle qui les sépare. Et le deuxième sinus, il vient du fait que quand vous allez faire le produit vectoriel de A et de B, ça va donner un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Et le produit scalaire va vous donner un cosinus, mais de pi sur 2 moins bêta, et donc bien un sinus de bêta. D'accord ? Voilà. Alors, tout ceci est extrêmement compliqué pour pas grand-chose, parce qu'en fait, factuellement, vous n'aurez à travailler quasiment qu'avec des mailles cubiques. Donc, pour une maille cubique, on n'a plus qu'un seul paramètre de maille, ce qu'on va appeler paramètre, tout simplement son côté, puisque le reste est fixé. D'accord ? Oui. Chaque objet constitue une infinité de... Chaque solide cristallin, attention, pas chaque objet. Il y a beaucoup de solides amorphes quand même. En fait, je vais faire un para spécifique sur la maille cubique. Voilà, c'est bon. Ok. Ah oui, non, mais en fait, je vais faire le truc plus général. Attends, voilà. Oui. Très amorphe, globalement. Très amorphe. Disons très liquide, hein, en fait, en vrai. Très liquide, très mou, très... Enfin, voilà, globalement. Voilà. Alors, on va regarder un peu les diverses choses. Alors, une définition avant de passer à la suite. Deux corps ayant la même formule chimique, mais des formes cristallines. Je te remercie. Deux corps ayant la même formule chimique, mais des formes cristallines différentes, s'appellent des formes allotropiques. Voilà. Deux corps ayant même formule chimique, mais des formes cristallines différentes, s'appelle forme allotropique. Je me souviens jamais si, il y a deux L, d'accord. Voilà. Donc c'est des formes allotropiques. Donc typiquement, le diamant et le graphite, c'est des formes allotropiques. La neige et la glace, c'est des formes allotropiques, etc., etc. Le fer, des formes allotropiques, il y en a 4 ou 5, il y en a plein. Oui. L'intégralité du cristal est décrite par toutes les translations, combinaisons linéaires de A, B et C. D'accord, sur les formes allotropiques. Voilà, je peux vous écrire les exemples si vous voulez. Et les conditions de formation, c'est des histoires de pression, de température, etc. etc. Donc exemple, hein, voilà, le graphite et le diamant, la neige et la glace, encore, etc. etc. D'accord, tout ceci étant... Oui. Si, le graphite, oui. Ça a la même
Bien sûr, c'est du carbone brut. Moins cher. Mais mieux, hein. Je veux dire, si t'as déjà fait du barbecue avec du diamant, c'est pas terrible. Hein. On va dire, c'est pas intéressant le diamant, moi, je trouve, comme objet. Hein. Ouais. Est-ce que c'est aussi résistant que le diamant ou pas? Pas du tout. Bah, non, mais d'accord. Est-ce que le graphite est aussi résistant que le diamant? Alors, ça prouve que t'as jamais de diamant entre les mains, ce qui est tout à ton honneur, mais Et pourquoi c'est aussi résistant? parce que c'est comme ça, c'est la structure cristalline qui change l'impact énorme des choses. Enfin, le graphite, en partie, c'est des couches empilées les unes sur les autres, donc si tu veux, ça s'enlève très facilement. Quoi. Ouais. C'est très friable, effectivement, le graphite. Alors que le diamant, c'est l'objet le plus, c'est un des objets les plus durs qui soit. Donc, si tu veux. Donc, oui. Le fer alpha, le fer bêta et le fer gamma. Voilà, ils ont des noms. Il y en a plein. Tu les verras dans la planche d'exo, mais voilà. Taganaganette, soit. Alors, on y va. Petit rappel, mais rappels importants. Avant de passer au cube, un parallélépipède possède. Alors, combien de faces? 6 faces. Si vous ne savez pas ça, c'est que vous n'avez jamais joué au dé quand même, hein, globalement. D'accord? Voilà. Combien de sommets? 8 sommets. 12 arêtes. J'ai même pas besoin de poser la question. Voilà. À connaître par cœur. D'accord? Voilà. Donc je vais faire un petit 2. Non, bon, remarque, je peux le faire dans le même. Oui, non, je fais un petit 2. La Mike, c'est le petit 2, c'est ça? Je pense, hein, je crois que je suis encore dans définition là. Ouais. Petit 2, et je te vais terminer là-dessus pour aujourd'hui. La maille cubique. Alors, ceci devrait être des rappels, mais bon, on va pas regarder les choses. D'accord? Je vérifie que j'en suis là. Pourquoi j'ai pas ce que je veux? ABC pour la maille cubique, ça va. Donc, la maille cubique. Alors. Voilà une maille cubique avec tous les talents qui me caractérisent. D'accord? Voilà. Donc, une maille cubique n'a qu'un seul paramètre, son côté. D'accord? Alors, bien sûr, elle en a toujours 5, mais la donnée de cubique vous dit que alpha égale bêta égale 90 degrés, et comme c'est un cube, les 3 degrés sont les mêmes. Un seul paramètre, son côté petit a. Voilà. Alors, maintenant, on va faire des rappels plus ou moins forts. Son volume. Oui. Un cube, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle un cube. D'accord? Enfin, en tout cas, que la puissance 3 s'appelle un cube. Si vous n'avez jamais réalisé, c'est maintenant que ça commence. D'accord? Voilà. Alors, hyper important que vaut la diagonale des faces. Autrement dit, ce truc-là. Là. Tout le monde est au courant de ça? Tout le monde sait démontrer ça sans aucune forme de problème? C'est Pythagore brutalement. Hein. Non, si, tu sais. Vous allez faire l'effort là pour le coup. Hein. D'accord? C'est A racine de 2. D'accord? C'est comme ça qu'on trouve racine de 2 dans l'histoire de l'humanité quand même. Hein. On prend un trait en rectangle isocèle, on fait c'est quoi la longueur de ce truc-là? Ah, c'est racine de 2. Ah, c'est pas rationnel. Ah, je meurs. La vie de Pythagore résumée en 3 lignes. Voilà. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle un irrationnel. Hein. C'est parce que Pythagore a dit ce truc-là n'a aucun sens. Quoi. Non, mais c'est pas une blague. Hein. Vous avez jamais réalisé qu'un racine de 2 s'appelle un irrationnel, ça veut rien dire. C'est quoi un nombre rationnel et un nombre irrationnel? Un nombre qui porte la raison et un nombre qui porte pas la raison.
Pour Pythagore, ça portait pas la raison du tout, ce truc-là. J'étais pas content. Diagonale des faces, donc, A racine de 2. D'accord? Alors, je vais appeler ça les diagonales du cube. J'appelle ça en général les grandes diagonales, mais j'ai essayé de faire un truc propre une fois. Les diagonales du cube. Déjà, vous en avez combien des diagonales du cube? Il y en a effectivement 4. Il y en a une par sommet de la face du haut, par exemple, ou de la face du bas, comme vous voulez, sans aucune forme de problème. D'accord? Il y a 4 grandes diagonales dans cette histoire. D'accord? Et quelle est leur longueur? Donc, grande diagonale, ça va être, je sais pas, il faut que je prenne une craie bleue, là. Ça, par exemple. Alors, un coup de Pythagore vous raconte la vie, oui. C'est effectivement A racine de 3, puisqu'en fait, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, dont un côté vaut A, et l'autre côté vaut A racine de 2. D'accord? Et comme 2 plus 1, en particulier le mardi matin, ça vaut 3. Ah, voilà. Ça vaut A racine de 3. On est d'accord là-dessus? Avant de continuer, quand même, est-ce que vous êtes toutes et tous d'accord que ce cube, je peux le découper en 8 petits cubes identiques, genre schlac, 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 d'accord? Et que ces 8 petits cubes sont tous ont un point commun qui est le centre du cube, du grand cube ou du cube original. Tout le monde me suit là? Si vous ne me suivez pas, il faut le dire maintenant parce que c'est important ça. Donc on est d'accord que ce cube-là, je peux le couper en 8 petits cubes, d'accord? Que tous ces cubes ont un point commun qui est le centre du grand cube, et que chaque centre de ces petits cubes est au quart de l'une des grandes diagonales. Oui? 8 cubes. Où est-ce que tu as décroché? Oui, on coupe là, au milieu, d'accord? Donc le point commun, c'est le centre du cube. On est d'accord? Et ensuite, le centre de chacun de ces petits cubes, il est au quart des grandes diagonales. D'accord? Genre, il est soit là, soit là, soit là, soit là, et ça sera au quart de la grande diagonale. C'est bon? Et c'est normal, puisqu'il y a 4 grandes diagonales, et donc il y a un quart et 3 quarts à chaque fois, donc ça vous fait bien 8 petits cubes. On est au clair là-dessus, c'est bon? Sur ce truc-là? Voilà, ce sera important pour les sites des trains à la fin. On s'arrête pour aujourd'hui pour la chimie, on continue vendredi avec Cristallo. Voilà.